Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Camille, Pénélope et Mupro de l'invitation à partager sur le sommeil aujourd'hui, ce lien entre sommeil et alimentation. C'est un sujet qui est très vaste, que bien sûr on pourra pas, dont on ne pourra pas parler de façon exhaustive aujourd'hui en si peu de temps, mais il me tient à cœur vraiment de pouvoir vous donner pardon, des pistes à explorer et puis surtout de mettre en avant certains liens que parfois on oublie ou qu'on ignore et qui peuvent vraiment aider soit pour soi-même bien évidemment, soit pour les gens qu'on accompagne quand on est thérapeute, parce que, cette diffusion d'informations permet de faire gagner beaucoup de temps et d'énergie aux personnes qu'on accompagne. Alors, juste en quelques mots, qui je suis pour venir vous parler de sommeil, d'alimentation aujourd'hui? Bien sûr que je suis passionnée par le sommeil, mais cette passion, elle n'a pas du tout toujours été, là. Le sommeil a été mon pire ennemi pendant longtemps, puisque j'ai souffert pendant 15 ans d'insomnie, d'où, effectivement mon podcast qui s'appelle «Insomnie hors de mon lit». Hem Et en prenant en considération notamment mon alimentation, ça a été un de mes déclics, principaux, eh bien, j'ai pu sortir de mes troubles du sommeil qui, véritablement étaient déjà chroniques, mais parfois extrêmement intenses. Et effectivement, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. J'ai la chance d'ailleurs d'en avoir fait mon métier et de pouvoir, former autour du sommeil, accompagner, donner des consultations et puis, des conférences comme celle d'aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance, comme là avec vous. Alors voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais bien sûr, poser quelques mots sur le sommeil évidemment. Ce sera quelque chose d'assez bref, mais en tout cas pour qu'on puisse, ensuite rebondir sur certains éléments en lien avec l'alimentation. Les liens alimentation et sommeil et ensuite on ira un petit peu plus loin vis-à-vis bien sûr des troubles du sommeil, puisque c'est le sujet de ce webinaire aujourd'hui, avec les enjeux. Et les premiers conseils, hein, encore une fois, je pas du tout, la prétention de venir, donner quelque chose d'exhaustif aujourd'hui en peu de temps. C'est un sujet qui est très vaste, mais par contre, vous allez pouvoir repartir avec, des choses très, très concrètes et qui après ne demanderont qu'à être, explorées encore plus. Et puis je vous proposerai une petite ouverture pour conclure ce webinaire avant de passer aux questions. Alors quelques mots sur le sommeil. Hem, déjà le sommeil, c'est quelque chose qui me tient absolument à cœur de partager. On l'oublie trop souvent. C'est une fonction innée, c'est une fonction innée de notre organisme et il y a beaucoup d'enjeux derrière cette prise de conscience parce que souvent on pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre. On entend souvent: «Il faut apprendre à dormir», même apprendre c'est pour ça que j'ai mis la petite image ici, apprendre son bébé à dormir. En réalité, c'est une fonction innée et j'aime beaucoup justement le parallèle qu'on peut faire avec l'alimentation. Parce que la fonction digestive, le fait de se nourrir, c'est aussi une fonction, innée. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas et on ne peut pas, contrôler de façon consciente, combien de quantité d'enzymes, on va produire, à quel moment, ce que fait exactement notre intestin grêle, notre vésicule biliaire et cetera. Par contre, on peut venir bien sûr, entraver la fonction digestive. Si on mange trop, pas assez, trop souvent, des choses qui ne conviennent pas à l'humain, eh bien, on peut venir avoir des douleurs, des ballonnements, de la constipation, de la diarrhée et cetera. Parce qu'on a entravé cette fonction d'alimentation. Bah, le sommeil, c'est pareil. En fait, on va pas venir chercher à dormir avec notre conscience, parce que ce serait très contre-productif. On va venir essayer de pas entraver cette fonction sommeil qui se met en place toute seule. Et s'il y a trouble du sommeil, ça ne veut pas dire que la personne ne sait plus dormir, tout comme si la personne elle a des grosses difficultés au ventre, des grosses douleurs au ventre, ça ne veut pas dire que son système ne sait plus digérer, ça veut juste dire qu'il faut trouver la cause et venir arrêter d'entraver. Donc, de façon globale, on ne cherche pas à dormir, on va chercher à mettre le corps dans des bonnes dispositions pour le faire. Et si je pose ça là en sorte d'introduction, c'est parce que bien sûr que tout ce qu'on va voir par la suite, eh bien ça tourne autour de ce concept clé. Ça ne vient pas agir sur le fait que ça fasse dormir les gens, mais par contre, ça les aide à mettre leur corps dans les dispositions pour pouvoir dormir. Et ça change tout parce que du coup, on met son énergie au bon endroit.
En quelques mots, la structure du sommeil, c'est un graphique que vous pouvez trouver bien sûr partout sur internet et que vous avez probablement déjà, vu. Les différents cycles qui s'enchaînent et les différentes phases. Parce que oui, notre sommeil n'est pas du tout quelque chose de linéaire. Il se passe plein de choses, que ce soit dans notre corps ou dans notre tête lorsqu'on dort. Ça se structure effectivement en plusieurs cycles. Alors on considère qu'un temps de sommeil idéal, c'est aux alentours de 8 heures, mais se focaliser là-dessus serait, à mon avis, une erreur parce que ça évolue déjà au fil du temps, bien sûr, ça évolue en fonction de l'année, ça évolue en fonction de ce qu'on a fait dans la journée, si on est malade, pas malade, etc. Ça reste quand même une moyenne. Par contre, la structure du sommeil en elle-même est intéressante à connaître parce qu'on voit qu'effectivement, en début de nuit, on a beaucoup plus de sommeil profond, les phases qui sont en rouge sur le graphique, qui vont permettre vraiment une régénération très, très importante en profondeur du corps. Et puis, en fin de nuit, on a plus de sommeil paradoxal que vous voyez en vert, voire plus du tout de sommeil profond sur les derniers cycles. Et ce sommeil paradoxal nous permet de gérer nos émotions, de gérer au mieux les interactions qu'on a avec notre environnement au sens large. Et alors, ce qui est important à connaître sur ce graphique, c'est qu'en fait, entre les différents cycles, on va avoir des micro-réveils qui sont tout à fait l'héritage de notre évolution, qui sont tout à fait naturels, qui vont durer de quelques secondes à 1 ou 2 minutes et dont on ne se rappelle pas. Sauf si, bien sûr, il bascule en vrai réveil, un réveil où on retrouve un état de conscience de l'éveil. Et donc, c'est à ces moments-là, souvent, donc pendant ces micro-réveils, qu'on va être le plus susceptible de se réveiller si quelque chose nous gêne. Et il peut y avoir plein de facteurs et d'éléments qui viennent nous réveiller, mais bien sûr, celui que j'ai envie de citer aujourd'hui, ça va être les troubles alimentaires, les inflammations du système digestif et tout ce qui peut se jouer au niveau métabolique, au niveau physiologique dans notre corps. Eh bien, si à un moment donné, le corps ne se sent pas comme s'il se sentait en danger, comme s'il avait justement une température trop élevée, en tout cas quelque chose qui vient le gêner, il ne rebascule pas vers un autre cycle de sommeil, ce qui peut créer soit des réveils nocturnes longs, plus ou moins longs, soit multiples. Les mécanismes du sommeil, on a besoin de 3 choses pour pouvoir basculer vers le sommeil et y rester. On va avoir besoin qu'il y ait une certaine pression du sommeil, là, le petit graphique que je vous ai mis ici, avec, la pression du sommeil qui s'accumule tout au long de la journée, qui va venir être épongée pendant la nuit et du coup, ça fait émerger une pression de l'éveil avec la possibilité, de vivre à nouveau la journée qui suit et ainsi de suite. Il y a aussi besoin d'une baisse de température, pardon. Hem À peu près 1 degré d'écart entre 5 heures du matin et 17 heures l'après-midi. Donc on a vraiment besoin que la température du corps puisse baisser pour aller vers le sommeil. Et surtout, ce qui va nous intéresser encore plus aujourd'hui, ça va être la fameuse balance hormonale entre le cortisol, notre hormone dite du stress, mais c'est surtout notre hormone de l'éveil. C'est comme ça vraiment qu'il faut la considérer. C'est une hormone qui est normale. Avec là la courbe que vous voyez ici et qui est tout à fait normale, qui est naturelle. Et puis, notre hormone dite du sommeil, qui est la mélatonine, qui n'est pas une hormone sédative, hein, j'aime vraiment bien à chaque fois, j'ai à cœur de le préciser. C'est pas un somnifère, notre mélatonine, c'est vraiment une hormone qui vient donner l'information aux organes de venir fonctionner sur un mode, différent. On va reparler du cortisol, tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la présentation. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu quelles peuvent être les courbes et à quoi ça correspond. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le pic de cortisol, en journée, très, très important, qui baisse le soir pour laisser la place à la mélatonine. Et on se doute bien que si là, soit on produit pas assez de mélatonine, soit si on produit trop de cortisone, eh bien, ce croisement qui se fait ici en soirée ne peut pas avoir lieu et donc on va se retrouver avec des troubles du sommeil et bien sûr, on va voir en quoi c'est lié à l'alimentation. Alors, les liens alimentation et sommeil, ils sont, ils sont nombreux. Donc là, je vais, me centrer sur surtout, certains d'entre eux. On va voir pardon. Là, je vous les cite déjà, puis après on ira un petit peu plus en profondeur sur certains d'entre eux. L'alimentation, bien sûr que c'est un des fondements de cette fameuse fonction sommeil. Elle permet la mise en place du sommeil, elle vient soutenir cette fonction sommeil. C'est normal parce que ça vient apporter les briques de base pour que notre système nerveux, notre système hormonal puisse, fonctionner correctement. C'est grâce à ce qu'on a dans notre assiette qu'on va pouvoir, faire des neurotransmetteurs, synthétiser des hormones. Ça nous apporte vraiment les ressources de base. Je prends juste pour exemple le chemin
de la production de mélatonine, notre hormone du sommeil, eh bien, on a besoin du tryptophane, pardon, qui sera ensuite utilisé, pour faire de la sérotonine, puis qui sera elle-même utilisée pour faire de la mélatonine. Donc notre corps vient, puiser dans ce qu'il a pu assimiler de notre alimentation pour venir, bah, faire fonctionner l'ensemble des systèmes de l'organisme. Hem, ah oui, non, l'alimentation, j'ai oublié de préciser quelque chose qui est quand même important. Elle vient aussi soutenir la fonction sommeil par rapport à la façon dont elle vient nourrir la flore intestinale, permettre une bonne assimilation des ressources et soutenir le système immunitaire. Effectivement, bah, si on est tout le temps malade, le sommeil, il en pâtit. Si par contre on a une bonne immunité, eh bien on va avoir un sommeil de bien meilleure qualité, là pour le coup, plutôt sur le long terme. À l'inverse, l'alimentation peut nuire à la mise en place du sommeil et c'est ce qu'on va, développer par la suite. On n'oublie pas non plus l'inverse. On n'oublie pas non plus le sens inverse de cette, relation. C'est-à-dire que le sommeil va permettre aussi une bonne régulation alimentaire. On va venir gérer les productions de leptine, de ghrelin, notamment pendant son sommeil, donc les hormones de la faim, de la satiété et toutes les fonctions métaboliques d'ailleurs. Donc bien sûr que le manque de sommeil peut entraîner, et c'est le cas souvent, des, syndromes métaboliques. Hem Manque de sommeil volontaire ou forcé, hein. Je pense par exemple aux personnes qui vont travailler en horaire décalé ou qui vont travailler de nuit. Eh bien, c'est plus qu'une corrélation entre ce type de rythme de vie et par exemple les problèmes de diabète ou tous les symptômes métaboliques qu'on peut rencontrer dans nos sociétés aujourd'hui. Il y a, vraiment ça peut prendre racine là-dedans. Alors après, il y a d'autres facteurs qui se rajoutent. Il faut vraiment avoir conscience que ça va dans les 2 sens. Donc là, on va aller plus loin sur, l'alimentation et les troubles du sommeil. Ça va nuire de façon en tout cas, l'alimentation, si elle n'est pas optimale, ouais, on peut même utiliser peut-être ce terme de physiologique, eh bien, elle peut nuire de façon directe ou indirecte au sommeil. Alors pardon pour la caricature du burger, mais c'était, ce qu'il y avait de plus marquant, plutôt qu'une jolie pomme. Comment l'alimentation va venir nuire, au sommeil? Déjà par insuffisance, donc là, ça fait écho direct à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'alimentation soutient la fonction sommeil, permet par son apport de venir alimenter le système hormonal, le système nerveux, et cetera. Bien évidemment que si on manque de certaines choses, s'il y a des insuffisances, s'il y a des carences, eh bien, comment le corps fait pour avoir assez de ressources pour ensuite mettre en place sa fonction sommeil? Il peut, le corps est très, très résilient, hein, c'est-à-dire qu'il va essayer de tourner autour, de s'organiser pour que ça puisse se faire le mieux possible. Il peut aller chercher ce qui lui manque, les minéraux, les vitamines, il peut aller chercher dans les os, dans les dents. On peut se retrouver avec des personnes qui sont vraiment très déminéralisées, avec des déchaussements au niveau de la gencive, fragilisées à tout niveau, et parmi ce tableau-là, eh bien, on peut se retrouver avec des troubles du sommeil parce qu'effectivement, bien, la fonction sommeil n'arrive pas à se mettre en place correctement. Ça peut arriver de façon plus ou moins immédiate, en fait. Ça dépend vraiment du terrain de la personne, ça dépend de son capital de départ, ça dépend aussi bien sûr des différents, événements de vie qui s'accompagnent de de ces possibles carences, de cette possible déminéralisation de l'organisme. Si ça se fait progressivement, s'il y a eu un gros stress, un gros fait marquant, quelque chose de très important, voilà, et bien sûr que tout est à prendre en compte. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête que une alimentation qui va être carencée, forcément, le sommeil va en pâtir, à un moment donné. Ensuite, hein, ça va être en lien aux différentes substances, toxiques ou impropres à la consommation humaine qu'on peut venir, ingérer. Bien sûr, les produits chimiques, malheureusement les hormones qu'on peut retrouver, que ce soit dans l'alimentation, dans l'eau, les antibiotiques aussi qu'on ingère à longueur de temps dans de la nourriture qui serait de mauvaise qualité, je pense aux produits animaux bien sûr. Hem, mais tout ça, ça va venir, abîmer la fonction sommeil parce que
on va se retrouver avec, un microbiote qui va être particulièrement, déséquilibré. On va parler de dysbiose et donc une assimilation aussi des aliments qui va être, plus compliquée. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas simplement de mettre quelque chose dans son assiette, il faut encore que ce soit bien assimilé. Je prends souvent l'exemple du de la cerise. On mange une cerise, on avale par inadvertance le noyau, il va ressortir dans les toilettes comme il est venu, il n'aura pas été assimilé, alors que pour autant il est passé dans notre corps. Eh bien, il y a énormément d'aliments qui, font le même chemin. C'est-à-dire qu'on mange des choses et pour autant notre corps ne les assimile pas. Et donc effectivement, lorsqu'il y a une grosse dysbiose intestinale ou lorsque la muqueuse intestinale va être abîmée, eh bien on va se retrouver avec un défaut d'assimilation. Et donc on se retrouve, finalement dans le même cas que le premier point, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'assimilation, eh bien on peut être en insuffisance. Mais avec les substances, toxiques, ça peut même aller plus loin parce que quand on pense aux perturbateurs endocriniens, par exemple, on sait que ça va venir dérégler le système hormonal. Et vous vous souvenez que le sommeil, c'est une question d'hormones. Et bien sûr que c'est pas parce que ce ne sont pas exactement les mêmes hormones que ce n'est pas lié. Le système hormonal qui correspond donc aux hormones du sommeil, eh bien, c'est, presque intriqué, a avec, ce qui se passe au niveau de la thyroïde, ce qui se passe au niveau des gonades, ce qui se passe au niveau de toutes les hormones surrénaliennes et donc on peut avoir un problème à un endroit qui vient se répercuter un petit peu, partout ailleurs et c'est sans compter bien sûr, je pense que je l'ai mis, ici, non je ne l'ai pas mis. Autant pour moi, les métaux lourds aussi, qui eux vont venir, malheureusement, ils peuvent passer directement la barrière hémato-encéphalique. Ça peut arriver, créer de grosses inflammations dans le corps et donc venir entraver cette fonction sommeil aussi, venir nuire au système nerveux de façon directe et après on a beaucoup de mal à s'apaiser. Donc il y a vraiment un enjeu autour de ce qu'on ne voit pas dans l'alimentation. Hem et bien sûr, du coup, voilà, je vérifiais que je n'avais rien oublié. La dernière partie, c'est aussi quelque chose qui est, relativement invisible à première vue. Ça va être, par intolérance, allergie ou hypersensibilité. Bien sûr que par rapport à tout ça, on revient à des choses qui se croisent et qui s'entrecroisent. Là, on a beaucoup parlé d'insuffisance ou de carence, je vous ai parlé aussi d'inflammation, d'attaque du système nerveux, mais en fait ou de mise à défaut aussi du système hormonal et je pense par exemple aux maladies auto-immunes qui peuvent créer ça et là, quand on vient parler d'intolérance, d'allergie, d'hypersensibilité, eh bien, en fait, on va venir parler à ce niveau-là aussi de, du système immunitaire qui se met en branle, mais aussi de, d'inflammation, même d'inflammation, de stress chronique du corps. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en vous parlant du cortisol et de ces fameuses courbes du sommeil. Parce que tout ça, là, tout ce que je viens de vous citer, ça constitue un stress pour le corps, au-delà même des effets que je vous ai déjà énumérés. C'est-à-dire que oui, on peut être en carence, on peut être en insuffisance et il peut y avoir des produits toxiques, dans le cerveau stockés un peu partout et cetera ou des perturbateurs endocriniens. Mais au-delà de l'aspect direct de, bah, j'ai pas assez de tryptophane pour faire ma mélatonine, pour faire quelque chose d'assez simplifié, eh bien, on va se retrouver avec, un danger pour le corps, qu'on ne conscientise pas. Mais le corps, lui, il a des capteurs partout, il sait exactement où il en est à tout moment et donc il va se retrouver en stress métabolique, en stress interne. Et qui dit stress, eh bien, qui dit production supplémentaire de cortisol et état de veille, de vigilance plus accentué. Donc quand le cortisol doit baisser le soir, si l'ensemble du système est en feu, s'il y a un problème, eh bien le corps ne va pas faire baisser ce cortisol. D'autant que le cortisol, c'est notre hormone anti-inflammatoire naturelle.
Donc s'il y a le feu à un endroit dans le corps, ça peut être le cas pour des blessures aussi, hein, bien sûr, mais là, c'est plus visible. Là, vraiment, on parle de quelque chose qui, passe souvent sous les radars parce qu'on ne peut pas le conscientiser de façon directe. On se retrouve avec une surproduction de cortisol. Alors quand c'est ponctuel, quand on va, se faire, une fois, un fast-food ou alors qu'on a, une fois, je sais pas, un anniversaire, un mariage, je sais pas, quelque chose qui fait que vraiment on mange beaucoup trop, mal et puis, ou alors, qu'on se retrouve à peu manger pendant une semaine. C'est pas dramatique, encore une fois, le corps a une grande résilience, mais là où ça vient poser problème, c'est quand il y a chronicité, bien évidemment. Quand il y a chronicité, surproduction chronique de cortisol vient entraîner des troubles du sommeil importants. Le corps n'arrive plus à venir rentrer dans le sommeil correctement. Et puis, bah, s'il y a une insuffisance aussi chronique de l'ensemble des éléments dont on a besoin, hein, que ce soit en macronutriments, bon, c'est plus rarement le cas. Souvent, on est plus sur des micronutriments qui vont manquer, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Eh bien, c'est plus difficile de produire la mélatonine. Donc si en plus on est très stressé, qu'on produit moins de mélatonine, ça va être compliqué d'aller vers le sommeil et d'y rester. Je voulais faire un tout petit focus sur les hypersensibilités alimentaires qui bien sûr se distinguent, mais si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous le savez bien. Ça se distingue des allergies. Des allergies, directes, qui vont faire réagir le corps de façon immédiate et puis des intolérances aussi qui ont une autre explication physiologique. Là, sur les hypersensibilités alimentaires, eh bien, il y a quelque chose de peut-être d'encore plus, pernicieux parce que c'est tellement peu direct, puisqu'on prend plusieurs repas par jour souvent et que ça peut arriver plusieurs jours après. C'est difficile d'isoler ce qui se passe. Et les résultats pour autant sont le même. Pourquoi je voulais me focaliser là-dessus? Parce que souvent, on a en tête qu'effectivement, pas manger assez de fruits et légumes, c'est pas top pour la santé. On a en tête que de manger, des produits qui ne seraient pas, dits sains, eh bien, ça peut nuire à la santé de façon globale, même si souvent les gens n'ont pas de façon générale, peu de personnes ont les liens en tête de là, ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont une vague idée que ça peut, voilà, porter préjudice à leur santé. Par contre, quand, ils entendent parler d'un œuf, de je sais pas, d'un brocoli ou des amandes, eh bien, c'est moins évident de faire le lien et de se dire que c'est peut-être ça qui vient perturber le sommeil, qui va me créer des réveils nocturnes la nuit, qui fait que je me réveille avec des bouffées de chaleur, qui fait que, bah, je suis réveillée tous les jours à 4 heures du matin et que je peux me rendormir qu'à 5:30, presque au moment où le réveil sonne. Là, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui va, créer ce contexte finalement d'hypersensibilité alimentaire? Eh bien, ça va être un microbiote déséquilibré, une porosité intestinale éventuelle, qui fait que certains, éléments vont passer dans le sang, alors que ça devrait rester dans la lumière intestinale et donc vont, stimuler, vont créer de l'inflammation au travers de la stimulation du système immunitaire. Pardon. Et du coup, cette réaction inflammatoire, elle va s'exprimer, soit de façon, silencieuse, au début, de façon, ça peut passer inaperçu pendant longtemps, puis ça peut devenir de plus en plus manifeste après. Ça va agir, comme je disais, sur la production de cortisol, mais aussi sur la température. Comme on l'a vu, la température, eh bien, elle doit être un peu plus basse le soir et si on se retrouve avec une température du corps qui est trop élevée parce que surstimulation du système, inflammation, surproduction de cortisol, la thyroïde aussi qui bien sûr ne fait pas baisser le métabolisme parce qu'il y a un gros travail à faire et une gêne pour le corps, hein. Vous vous souvenez, je parlais des entraves tout à l'heure à la fonction sommeil, eh bien on se retrouve dans une situation très compliquée. Et puis après, de façon un peu plus indirecte, il va y avoir aussi le fait que ça peut créer de la constipation et la constipation, eh bien, empêche d'éliminer les toxines du corps qui peuvent être réassimilées au niveau, du côlon et qui peuvent, eh bien, créer une toxémie générale qui va, contribuer à ce que l'ensemble des systèmes fonctionnent moins bien et bien sûr que le sommeil en pâtit. Hem, alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Quelles peuvent être les différentes solutions qui, qui vont s'offrir à nous, qu'on va pouvoir offrir aux personnes que l'on suit, que l'on accompagne?
Déjà, retour à quelque chose de très basique. Bien évidemment, de manger des aliments bruts parce que comme on l'a vu, eh bien, notre corps, il va être très sensible à tous les produits qui ne sont pas, on va dire, prédestinés à être mangés par nous les humains, tel que c'est le cas depuis, des dizaines et presque des centaines de milliers d'années. En mangeant des aliments bruts qu'on trouve dans la nature, qui poussent dans le sol, qui volent ou qui courent, eh bien, ça nous permet quand même de venir, limiter la casse. Alors, bien sûr qu'après, on va essayer d'aller vers les produits de qualité. Ça, c'est vraiment essentiel pour les raisons que j'évoquais, hein, pour essayer d'avoir un minimum de produits chimiques, de produits toxiques, d'antibiotiques, de tout ce qu'on peut retrouver par ricochet dans les produits que l'on mange, que ce soit d'ailleurs les fruits, les légumes, les viandes, les œufs ou pas. Mais aussi parce que ce sont des produits qui vont être beaucoup plus nutritifs, bien évidemment. Un œuf, de batterie ne va pas du tout avoir la même composition alimentaire nutritionnelle qu'un œuf d'une poule élevée en plein air qui est dehors toute la journée. C'est la même chose bien sûr pour les viandes, c'est la même chose pour les légumes aussi. Hem, Là je pense que c'est vraiment du connu pour vous qui m'écoutez là aujourd'hui, mais ça vaut toujours le coup de bien le de bien insister dessus parce que comme c'est à la croisée de tout, c ça me paraît vraiment essentiel qu'il y a pas que le type d'aliment. Est-ce que c'est une tomate? Mais quel type de tomate c'est? Apporter de la richesse nutritionnelle et ça peut passer par des choses qui vont au-delà des aliments qu'on a dans notre assiette parce que malheureusement les études, sont de plus en plus nombreuses en plus et sont très claires sur le sujet. C'est-à-dire que les aliments qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes et même quand c'est un petit producteur local et cetera, eh bien, sont quand même moins riches au niveau nutritionnel que ce que ça pouvait être, il y a quelques, j'allais dire centaines d'années, mais ça va même pas aussi loin puisque les sols ont été particulièrement appauvris après la Seconde Guerre mondiale, pour mettre un petit peu le timing. Donc quelques dizaines d'années. Alors, on peut venir, faire des cures de plasma marin, par exemple, qui vont être extrêmement favorables au sommeil parce que là, on est sur un totum de minéraux qui vont venir directement permettre, une meilleure synthèse des hormones, une meilleure synthèse des neurotransmetteurs et cetera et apporter des choses dans des quantités en plus qui sont totalement, idéales pour le corps puisque le la proportion de ce qu'on trouve dans le plasma marin, eh bien, c'est exactement la même que le sang, quand c'est ramené bien sûr à l'isotonie. Je sais que là, par exemple, on enregistre ce webinaire, on est, presque au printemps, on y arrive très bientôt. C'est la période de la sève de bouleau aussi, qui va être, extrêmement riche. Apporter aussi du silicium, notamment pour les intestins, enfin, voilà, des bombes de micronutriments qui peuvent arriver en complément de ce qu'on met, tous les jours dans l'assiette et de ce que, nos clients mettent tous les jours dans leur assiette ou patients. Éviter les sucres, là c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est tellement important qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, parce que les sucres vont venir créer, la fameuse dysbiose dont je parlais tout à l'heure et venir malheureusement favoriser une dégradation de la muqueuse intestinale, une dégradation de tout ce qui peut se passer au niveau de notre ventre et donc favoriser des hypersensibilités alimentaires, une moins bonne assimilation, une fragilisation aussi de notre, système immunitaire et encore une fois, bah, une personne qui est tout le temps malade va avoir par de façon très de répercussions presque mécaniques un très mauvais sommeil puisque beaucoup réveillés la nuit et cetera et cetera. Ne pas négliger les produits gras, ça c'est mon petit chouchou. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vois, je vais pas dire dans chaque consultation, mais presque. Peut-être que c'est votre cas aussi. De façon générale, les gens ont vraiment peur des matières grasses. Ils ont vraiment peur des matières grasses. Alors c'est assez marrant parce que souvent quand je dis, quand dans l'anamnèse, je demande aux personnes de me dire, voilà, à peu près comment vous mangez. Est-ce que vous avez un régime alimentaire particulier? Je leur demande de m'en dire plus. La première réponse qui revient tout le temps, c'est: «Je mange, varié et je fais attention au sucre et au gras» et du coup, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il y a eu tellement de publicité en ce sens que c'est un discours qui revient systématiquement et j'ai envie de dire malheureusement encore plus chez les femmes. Alors que c'est
d'autant plus les femmes qui vont avoir besoin de produits gras et notamment pour le sommeil, c'est absolument essentiel d'avoir une bonne production d'avoir une bonne à la fois de bien manger assez de gras, mais aussi, que les acides gras, notamment au niveau du foie, puissent être, synthétisés. Parce qu'il y en a qu'on peut faire nous-mêmes, il y en a d'autres qu'on vient chercher dans notre alimentation. On va vraiment avoir besoin des matières grasses et de tous les acides gras. Pas uniquement, je me supplémente, par exemple, je sais pas moi, en huile de bourrache et puis c'est tout. Donc c'est vraiment l'ensemble des acides gras qui vont permettre un bon équilibre hormonal et nerveux et un bon équilibre au niveau du sommeil. Il faut pas oublier que lorsque les gens sont stressés, ils vont donc produire plus de cortisol, donc ça peut être un stress métabolique tel qu'on a pu l'évoquer là, mais après bien sûr les stress de la vie de tous les jours. Ils vont produire beaucoup plus de cortisol et le cortisol, il a le même, précurseur, lorsqu'on remonte un petit peu la chaîne, il a le même précurseur que d'autres hormones, qui sont aussi sur base de cholestérol et donc on se rend compte que s'il y a pas assez de cholestérol dans le corps, c'est pour ça que les matières grasses, c'est vraiment un sujet important et bien, ils vont avoir parfois, ils vont tellement tirer sur la corde au niveau cortisol qu'ils vont avoir plein de troubles divers et variés au niveau hormonal et puis après quand ça lâche au niveau du cortisol ou alors que c'est vraiment tellement, tellement important, ils vont aussi avoir des problèmes de sommeil et on se retrouve avec énormément de symptômes, on sait même plus par lequel commencer, simplement parce que, si on vient faire ces dosages-là, on se rend compte à quel point ils ont pas assez de gras, en fait. Varier et manger de saison, donc là, c'est bien sûr un petit clin d'œil à Camille et Pénélope, pardon, et au discours d'Immupro par rapport à la méthode Immupro. Parce qu'effectivement, on va venir soutenir tout notre système en ne mangeant pas toujours la même chose. On va éviter les hypersensibilités alimentaires, on va éviter aussi de tomber dans une, sorte de routine alimentaire qui peut se traduire par par plus de pulsions sucrées, par une envie d'aller trouver un petit peu de plaisir ailleurs. Et puis, voilà, de pour plein d'autres aspects, c'est très intéressant, même au niveau, j'ai envie de dire, écologique et pour faire vivre les petits producteurs locaux, c'est aussi très intéressant, donc il y a plein d'enjeux là-dedans. Mais même d'un point de vue purement métabolique, faut pas oublier ça. Et puis renforcer son microbiote, j'ai envie de dire que ça coule de source par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Renforcer son microbiote, ça peut être par, des produits lacto-fermentés qu'on boit ou qu'on mange, qu'on prépare soi-même ou qu'on achète. Hem Ça va être aussi par éventuellement des probiotiques, des prébiotiques, être vigilant aux antibiothérapies, bien sûr, c'est sûr que si le microbiote est extrêmement abîmé, ça va être d'autant plus difficile d'aller réguler ça et ensuite d'avoir un bon fonctionnement digestif à tout niveau. Renforcer son microbiote, ça passe aussi par le fait d'être un maximum dehors et ça, on n'y pense pas assez. Les gens, de façon générale, n'y pensent pas assez, donc je pense que c'est notre rôle en tant que professionnels de pouvoir vraiment le rappeler, que d'avoir les mains dans la terre, d'être au contact des animaux et bien ça renforce le microbiote aussi. On n'est pas obligé de se gaver de pilules tout le temps. Ça peut être très intéressant aussi d'aller un petit peu plus dehors, d'aller faire un petit peu plus de pique-nique, d'aller un petit peu, s'amuser avec ses enfants, ses petits-enfants en extérieur. Ça c'est très intéressant et même d'un point de vue sommeil, de prendre la lumière du jour toute la journée, il y a rien de tel pour, bien synchroniser son horloge biologique et s'endormir, correctement le soir et rester bien endormi. Au niveau des conseils, je voulais terminer sur ce point-là qui me paraît vraiment être, essentiel et souvent trop négligé, c'est d'être vraiment à l'écoute de son corps. Pardon. À l'écoute de son corps parce que, hem, notre corps, il nous invite à manger certaines choses parfois et puis on vient réguler par le mental. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire dans le cadre de je mange des aliments bruts. C'est sûr que si on a des pulsions de je sais pas moi, pour ne je vais pas citer de marque, mais en tout cas de bonbons ou de choses, qu'on sait être des aliments qui vont, endommager notre système digestif, notre corps tout entier, c'est différent. Mais quand on est dans ce cadre d'alimentation, on va dire «saine» avec des gros guillemets, quand on est à l'écoute de son corps, on va aller vers des aliments dont le corps a besoin, ce que les enfants, les petits enfants et même un peu plus grands font de façon assez instinctive et qu'on perd avec, l'âge, avec les années, parce qu'on vient tout conscientiser. Donc il nous faut dans notre assiette, on sait qu'il faut, je sais pas moi, une viande, un poisson, un œuf, plus des féculents, plus des légumes et alors qu'en fait, ben non.
Pas forcément. C'est-à-dire que parfois on a énormément besoin, je sais pas moi, d'olives, d'avocats et c'est, qui va nous aider à un moment donné. Parfois on a envie de boire du plasma marin, de l'eau de mer filtrée parce que c'est un goût salé, parce qu'on en a besoin à un moment donné, puis parfois pas du tout. Et c'est vrai aussi, bien sûr, pour les symptômes qu'on ressent. C'est-à-dire ne pas penser que les petits symptômes du style: «Ah, je me réveille qu'une fois avant la nuit, maintenant je me réveille 2 fois», ou alors «J'ai mal au ventre», ou alors «J'ai des bouffées de chaleur quand je me réveille, avant c'était pas le cas. Je m'endors un peu plus tard, je peine un peu plus le soir à m'endormir», ou alors «Je me sens plus fatiguée en journée». En fait, être à l'écoute de son corps à tout niveau permet ensuite de faire des choix qui vont être plus adaptés, plus adéquats. Donc déjà, il faut l'information bien sûr pour faire des choix éclairés, c'est évident, mais il faut aussi, eh bien, être à l'écoute de ce qu'on va faire des informations qu'on a dans la tête. Être à l'écoute de son corps, pardon, pour savoir qu'est-ce que je fais des informations que j'ai dans la tête et comment j'adapte ça à moi, aujourd'hui, à cette période de l'année, dans cette période de vie que je traverse et cetera. Hem, il y a d'autres bonnes pratiques que je voulais citer autour de l'alimentation. J'ai mis un enfant parce que je trouve que c'est important de finalement tout au long de la vie de penser à comment on mange. Souvent parce que les enfants on leur dit, bah, voilà, faut manger avec une cuillère, faut manger comme ci, faut manger comme ça. On leur dit plein de trucs. Sauf que nous, en tant qu'adultes, on se dit pas trop grand-chose et pour autant, il y a des pratiques qui vont favoriser l'assimilation et donc l'utilisation des ressources pour ensuite le sommeil et ça peut changer beaucoup. Alors bien sûr, c'est un travail sur le terrain, c'est un travail qui va pas se faire du jour enfin en tout cas qui va pas porter ses fruits du jour au lendemain. Mais par contre, quand ça commence à porter ses fruits, là, on est sur du solide. Ça va être de bien mastiquer, de bien manger lentement, de prendre son temps, de manger en bonne compagnie sans stress. On sait qu'on digère mieux, qu'on assimile mieux. Si on peut aller marcher, je reviens sur mon extérieur, mais c'est quelque chose de très important. Si on peut aller marcher juste après le repas, ça vient masser le foie, masser les intestins, donc ça vient faciliter, favoriser la digestion. La respiration. Combien d'entre nous, vivons en apnée complète? Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui, je pense, peut être réfléchi par tout le monde, mais chez certaines personnes, c'est encore plus marqué et ne pensent jamais à réfléchir, à respirer, pardon, justement, ne réfléchissent jamais à leur respiration et donc du coup, on se retrouve avec, bah, l'ensemble des tissus qui vont être moins bien oxygénés et puis un stress latent dans le cerveau qui va induire des troubles du sommeil, mais en lien avec le la digestion et l'assimilation, c'est aussi très manifeste. Donc venir faire 5 minutes de respiration avant le repas ou après le repas, si on ne peut pas aller marcher ou en complément de la marche, ça va être aussi quelque chose de vraiment essentiel. Et comme ça apaise directement le système nerveux, on a du 2 en 1. Le repos digestif aussi, les gens qui mangent, tout le temps, qui ont une alimentation, permanente, qui vont grignoter tout le temps, et bien forcément que d'un point de vue sommeil, ça va poser problème parce qu'il y a tellement de travail. Déjà, ça prend tellement d'énergie de manger tout le temps, mais en plus de ça, il y a tellement de travail qui ne peut pas être fait entre 2 repas. Et bien, la nuit, le système digestif va se retrouver particulièrement encombré et ça peut poser des gros soucis de réveil nocturne notamment. La gestion de la glycémie, ça c'est un élément qu'on oublie parfois par rapport au sommeil, en tout cas que je vois peu cité alors qu'en fait il est vraiment important. Ça rejoint un petit peu le grignotage toute la journée, mais pas forcément, ça revient aussi bien sûr au contenu de l'assiette. Si la personne, elle a une glycémie qui fait tout le temps le yo-yo et que moi j'aime bien tester avec plutôt le HbA1c plutôt que uniquement la glycémie ou l'insuline à jeun qui donne parfois juste une photographie à un moment donné, mais qui ne reflète pas ce qui se passe vraiment dans le corps de façon régulière. Eh bien, on va venir, voir s'il n'y a pas une fluctuation permanente qui peut générer des réveils nocturnes. Parce qu'effectivement, le corps la nuit, bah, lui, il va être, très en stress justement intérieur par rapport à ces fluctuations de glycémie. Et je voulais citer aussi certains compléments alimentaires qui peuvent permettre une bonne assimilation et qui vont favoriser de façon juste un tout petit peu indirecte, mais il faut quand même pas les oublier. Je pense par exemple, bah, à la berbérine qui va venir, aider justement à la gestion de la glycémie, qui va venir aider au bon équilibre, intestinal, mais tout bêtement le vinaigre de cidre qu'on peut prendre avant le repas
et qui va permettre de bien digérer ce qu'on mange et notamment, les protéines. Petite conclusion avant, la partie, des questions. Il y a un double enjeu entre l'alimentation et le sommeil, comme on l'a vu. Ça va à la fois dans les 2 sens et puis même dans le sens d'une alimentation vient soutenir ou vient, peut nuire au sommeil, eh bien, on a ces 2 aspects-là à ne pas négliger. Donc c'est sûr que si une personne qu'on accompagne souffre de troubles du sommeil, il n'y a pas forcément je trouve en tout cas que c'est, ce serait dommage de se dire uniquement: «Bah, faut enlever ça de l'alimentation». Il y a vraiment aussi ce côté de venir amener des ressources. Il y a certaines choses qui peuvent venir, OK, on en prend conscience, mais aussi on vient amener des ressources parce que souvent c'est ce qui manque et au niveau des que ce soit des vitamines, des minéraux, des acides gras et cetera, bref, tout ce qu'on a vu ensemble. Mais j'avais juste envie de terminer, une petite minute sur cette ouverture qui ne doit pas être négligée. Il n'y a pas que l'alimentation qui nourrit. Il n'y a pas que ce qu'on a dans notre assiette. Alors j'ai parlé, tout à l'heure des vitamines, il y a bien sûr la vitamine D qui va nous être apportée grâce à l'exposition au soleil, donc d'une certaine façon, le soleil peut aussi nourrir. Mais il y a aussi bien sûr les liens sociaux, la nature, d'être en extérieur, mais il ne faut pas négliger l'aspect, social, la qualité des relations sociales. Le massage avec une main empathique va venir extrêmement, nourrir le corps d'une certaine façon, aider au sommeil. Le rire, le yoga du rire, le rire, les jeux, tout ce qu'on va pouvoir faire en lien avec les autres, mais ça veut dire aussi se débarrasser de relations toxiques et bien tout ça, tous ces moments passés avec les autres vont nourrir notre être et on le voit de façon directe sur le sommeil. Il y a une amélioration du sommeil profond. Il y a une amélioration de la durée du sommeil. Il y a moins de réveils nocturnes parce que c'est quelque chose qui apaise notre corps. Je vous, remercie, pour votre écoute et je vais prendre vos questions. Voulais simplement vous dire que vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, Aurélie, IHDML pour Insomnie hors de mon lit qui est le titre, de mon podcast. Et puis, bien après, bien sûr, en allant sur ces 2 réseaux-là, vous allez pouvoir aussi trouver les formations, les guidages audio, bref, tout l'univers que je propose autour du sommeil. Merci de votre attention et je, vais quitter le partage. Merci à toi, Aurélie, pour ton intervention très intéressante. Je crois que je n'ai pas encore vu de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat ou, voilà, ou lever la main. Éventuellement, on pourra autoriser le micro. Alors, ça, il y en a une question. Alors, merci, c'est très complet. Quels sont les aliments en lien direct avec le cortisol et la mélatonine? Les aliments en lien direct, c'est-à-dire qui vont permettre de produire directement le cortisol et la mélatonine? Je la comprends comme C'est ça. ça. Hem, Apparemment, c'est ça. OK. C'est ça. Alors, il y en a plusieurs. Alors par rapport à la mélatonine et au tryptophane, il va y avoir, les oléagineux, la banane, l'avoine. On va en trouver aussi, dans les produits, animaux. Pour le cortisol, alors là, c'est presque une colle que vous me posez parce qu'en fait, le cortisol, il est issu du coup de la prénénolone, il est issu de donc il est sur base grasse, sur base de cholestérol. Donc après, c'est plus une cascade qui va permettre d'avoir suffisamment de cholestérol, qui va permettre d'avoir suffisamment de tous les cofacteurs pour venir produire cette hormone-là. Donc c'est pas vraiment un ou 2 aliments ou 3 aliments. Ça va être en fait l'ensemble du stock, minéral et de vitamines du corps. C'est d'ailleurs souvent ça un petit peu l'enjeu et la difficulté, c'est qu'en fait, c'est vraiment trop réducteur et à mon sens presque faux de dire, bah, par exemple, mangez de l'avoine et puis vous allez bien dormir. Ou comme là j'ai lu un truc, cela dit c'est très intéressant, mais, manger des kiwis avec la peau parce que ça permet d'avoir plus de GABA et de s'apaiser. En soi, ça reste, sympa dans l'idée, mais en fait, il y a tout le reste. C'est-à-dire que
je sais pas si on prend par exemple la thyroïde, on sait que la thyroïde, elle a besoin d'iode pour fonctionner, mais en fait, elle a besoin de zinc, de sélénium, elle a besoin de vitamine D, elle a besoin qu'il y ait assez de fer, elle a besoin enfin en fait, il y a tous les cofacteurs à côté. Donc voilà, bon j'espère que ça répond à la question, mais c'est pour ça que ces cures de reminéralisation et d'apport vitaminique, vraiment importants et d'acides gras très variés, ça permet justement au corps de lui faire son shopping. Parce que nous, avec notre intellect et notre conscience, on ne peut pas vraiment gérer ça, en fait. Merci Donc il y Aurélie. a aussi Oui, il y avait de une rien. question aussi sur la sérotonine, le rôle de la sérotonine. Eh bien, la sérotonine, du coup, elle va être utilisée pour synthétiser la mélatonine. Ça fait une sorte de cascade. La sérotonine, c'est aussi une hormone, bien sûr, en tant que telle, qu'on appelle souvent hormone du bien-être. Quand, voilà, on est joyeux, on passe un bon moment, on va produire de la sérotonine, de l'ocytocine qui vont être ces hormones où on se sent, bien et où on se sent bien dans le moment présent, ici et maintenant, en fait. Un peu à l'opposé de la dopamine qui est une hormone qui va plutôt mettre en mouvement et c'est vrai que si on est, par exemple, dans un je dis ça parce qu'on on entend souvent parler de la dopamine et on se dit: «Ah, c'est bien la dopamine, ça permet d'être joyeux et tout». C'est plus une hormone qui met en mouvement. C'est vraiment la sérotonine qui permet de se sentir bien et qu'on cherche à avoir en bonne quantité, notamment le soir. Si on est sur un système, plutôt dans un circuit dopaminergique le soir, ça va être plus difficile de trouver le repos. La sérotonine apaise. On a la sérotonine qui vient, directement au niveau du cerveau, qui est produite au niveau du cerveau et on a aussi bien sûr, la majorité de la sérotonine qui est produite au niveau de nos intestins et donc ça revient, ça reboucle, hein, bien sûr, tout ça, ça s'entrecroise. Ça reboucle avec, un intestin des intestins qui vont avoir un bon équilibre, au niveau, microbes, au niveau de notre microbiote. Parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir synthétiser notre plus grande quantité de sérotonine qui va pouvoir apaiser notre corps et nous faire nous sentir bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de 2 cerveau et qu'il y a maintenant les recherches vraiment montrent que une grosse dysbiose intestinale fait qu'on va avoir très peu de sérotonine et qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans des états un peu dépressifs. Est-ce que tu peux aussi nous préciser, ce qu'est le test glycémie HBC? Alors je vais le mettre ici parce qu'il s'écrit HbA1c. Voilà, il s'écrit comme ça. En fait, ça permet c'est ça peut être entendu aussi sous le terme d'hémoglobine glyquée. C'est, c'est la même prise de sang que quand on fait l'insuline, à jeun ou la glycémie sanguine, peu importe. On peut d'ailleurs, l'idée, c'est de faire les 3 en fait, hein, c'est d'avoir les 3 marqueurs. Je dis pas que les autres sont inutiles, mais je dis ça, c'est rarement regardé. Or, ça donne une information qui est encore plus pertinente à mon sens. Ça vient regarder, un petit peu la glycation des cellules, du sang, sur les derniers mois peu près 2-3 derniers mois. Donc en fait, ça permet de venir voir comment la personne, a consommé du sucre, non pas simplement la veille au soir, mais depuis 3 mois. Donc ça donne beaucoup de perspectives par rapport aux conseils qu'on peut donner à la personne et puis, bah, parfois elle, ça lui permet aussi de se rendre compte que de façon globale, il y a beaucoup trop de variations au niveau des sucres. Il y a beaucoup trop d'apport de sucre, en fait, dans son alimentation. Alors après, ça peut se gérer en disant, bah, par exemple, on commence pas par quelque chose de sucré. On commence toujours les premières bouchées d'un repas par les protéines, les acides les matières grasses. C'est pour ça qu'après, on dit toujours un carreau de chocolat, vaut mieux le manger après qu'avant le repas. Mais parce que ça a un réel impact sur ce genre de choses. Bon là, je rentre un peu dans les détails, mais en tout cas, c'est l'idée et ce marqueur est à mon sens très important. Alors on avait aussi, Robert, je me permets de vous appeler Robert, j'ai que votre prénom, qui nous disait: «Seule remarque, le cortisol baisse dans les 2 heures après le réveil, donc pic de cortisol avant le réveil», et qui complétait en disant: «Et proposait le HOMA, H-O-M-A». Alors du coup, là, je vois pas le rapport entre les 2. Oui, par rapport à l'indice OMA, l'indice OMA ne prend pas en compte le HbA1c. Ça prend en compte, alors à ma connaissance, à moins que je fasse une erreur, mais n'hésitez pas à me le dire. Ça prend en compte justement plutôt la glycémie et l'insuline et c'est un mélange en fait au niveau de ces indices-là. Mais, du coup, il y a quelque chose qui, à mon sens, ne reflète pas suffisamment loin. Et on peut se rendre compte, par exemple, on peut identifier quelqu'un qui est presque en prédiabète en regardant ça, alors que la personne, elle a peut-être pas mangé de sucre la veille en se disant: «Je vais faire ma prise de sang le lendemain». Ça donne des infos intéressantes et moi je m'en sers. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je me sers pas de l'indice OMA, donc j'en parlerai moins.
Et par rapport, par contre, au cortisol, là, j'ai pas compris. Je S voilà, Si vous voulez redis-moi? préciser votre question. En attendant, on peut répondre à, la personne qui demande les aliments qui boostent la sérotonine. Bah, là, du coup, on est dans la même, chose de ce que j'ai dit précédemment puisque, quand on parlait de mélatonine, justement, je suis revenue sur la sérotonine puisque c'est grâce à la sérotonine que qu'on va synthétiser de la mélatonine et donc, bah, ce que j'ai cité, ça correspond à ça, ça correspond à la sérotonine. Mais encore une fois, moi, j'invite vraiment à considérer les choses dans leur globalité. C'est-à-dire que si on se dit: «Je vais manger ça, ça, ça pour faire monter mon taux de sérotonine», OK, c'est bien, mais en fait, déjà, est-ce que c'est bien assimilé? Est-ce que ça va vraiment, passer directement dans le système? Et puis après, est-ce que je manque pas d'autres choses? Est-ce que je manque pas, par exemple, de vitamine D? Typiquement, on a besoin de vitamine D pour ensuite pouvoir synthétiser la sérotonine. Donc il faut aussi aller chercher, bah, par exemple, je sais pas moi, le foie de morue ou les poissons gras pour avoir de la vitamine D, ou alors, s'exposer suffisamment au soleil, pardon. Et donc en fait, tout ça, c'est vraiment un ensemble. Donc en tout cas, moi dans ma pratique, je préfère aller sur qu'est-ce que les gens vont venir assimiler plutôt que de leur dire de manger tel ou tel aliment. Heu et puis typiquement, je vous donne aussi un autre exemple, hem, ça dépend avec quoi on mange les aliments. Si par exemple on mange beaucoup de crucifères, en même temps qu'on va manger, je sais pas, des algues, on sait que ça va faire une sorte de chélation et qu'on bénéficiera pas forcément de l'iode. Donc moi, je me base pas sur les aliments et là, je franchement, pour vous dresser une liste, je vous en ai cité tout à l'heure, mais pour vous dresser une liste comme ça, je serais presque même mal à l'aise parce qu'en fait, je travaille pas du tout comme ça. Je comprends la question, bien sûr, mais il faut vraiment aller chercher juste, un maximum de choses et après, on sait que le corps, lui, il fera son job et il va pouvoir faire son shopping dans tout ce qu'on lui amène. Alors, le monsieur qui précise sa question. Donc: «Oma, oui, mais donne un excès d'insuline pour une glycémie normale, donc début d'insulinorésistance. Le pic du cortisol se trouve maximal juste avant le réveil et baisse rapidement. Donc dans la journée, c'est bas, sauf s'il y a des stress dans la journée». Oui, ben voilà, je rejoins ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gros pic le matin. Il y a un gros pic le matin et d'ailleurs, plus le pic le matin va être, important. Donc ça veut dire que, je sais pas, pour les personnes qui peuvent faire du sport le matin, qui vont vraiment aller s'exposer à la lumière naturelle le matin, s'ils prennent une douche froide, en gros tout ce qui va venir, vraiment solliciter une bonne production de cortisol le matin, eh bien ça va permettre d'en produire moins le soir. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, s'il y a stress chronique, eh bien en fait, il y a comme une dérégulation de cette production de cortisol. Donc cette jolie courbe qu'on a avec une grosse production le matin, puis cette baisse petit à petit dans la journée qui laisse la place à la mélatonine, pour la nuit, eh bien, elle ressemble plus à ça. Voire même, elle peut être complètement, inversée et donc c'est à ça qu'il faut, faire attention. Non pas se focaliser sur, comment dire? La Où est ma courbe aujourd'hui? Alors ça peut être très intéressant, hein, il y a des analyses qui le donnent, mais juste quel est mon niveau de stress aujourd'hui? On sait que si on remonte à la cause de la cause, c'est-à-dire le niveau de stress, mais de façon complète, hein, c'est-à-dire le stress qu'on conscientise et encore une fois, le stress invisible. Je sais pas moi, les champs électromagnétiques, les champs électriques, on sait que pour certaines personnes, ça va être un stress, plus important que pour d'autres. Ils vont être plus fragiles et du coup, bah, ça constitue un stress aussi. Tous les stress qu'on va pouvoir vivre dans notre journée, eh bien, vont avoir une répercussion sur, le cortisol. Encore une fois, ce qui pose problème, c'est la chronicité, hein, je le répète. Je vous réponds: «D'accord, on peut évaluer le taux de désynchronisation entre rythme cortisol et mélatonine, ce qui aggrave les problèmes». Oui, on peut tout à fait avec, des analyses de sang, avec des analyses d'urine. Alors il y en a qui le font aussi en salivaire, mais de ce que j'en sais, parce que moi je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas ce type d'analyse bien sûr. Moi je renvoie les personnes qui vont après faire des démarches plus en avant avec leur médecin. Souvent, je conseille les médecins fonctionnels, la plupart du temps parce qu'effectivement, il va y avoir un panel qui va être quand même vraiment intéressant d'un point de vue sommeil et ce que je constate, c'est qu'effectivement, on peut venir voir si on prend le cortisol une fois dans la journée, bah, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc on va venir faire une analyse sur 24 heures et là, on va pouvoir venir dessiner une courbe, en fait
Et puis, on va venir regarder ce qui se passe au niveau cortisol, mélatonine et voir, si, il y a quelque chose de déjà très avancé dans ce stress chronique. Parce que les bilans sanguins et c'est vrai aussi pour, bah, là, ce qu'on a souvent parlé, pour les tests INUPRO, c'est-à-dire que c'est une photographie à un moment donné et on va se c'est pas la solution, c'est-à-dire que on va se servir de ça pour ensuite implémenter des choses et les solutions vont découler de ça. Donc là, c'est la même chose. Mais si on sait qu'on est très stressé dans notre quotidien, qu'il y a rien qui va, qu'on traverse, depuis, des années, des périodes qui sont catastrophiques, j'ai presque envie de dire l'analyse de sang, si la personne n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est pas grave en fait, on va pouvoir activer tous les leviers pour venir faire baisser ce stress à tout niveau dans la vie de la personne. Encore merci beaucoup. On propose de mesurer 3 fois dans les 8 heures les urines sur 24 heures, ce qui donne, amplitude et phase des rythmes. Oui, super. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'est terminé? En tout cas, Aurélie, vraiment merci beaucoup. Merci pour ton intervention, pour ton temps, pour tes conseils. C'était vraiment, très intéressant. Merci à Avec un tous grand plaisir. merci à tous pour votre participation.